Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Cérémonie d'ouverture de la réunion du comité exécutif de l'Association africaine des services publics d'emploi ASEP ce mardi 5 mars à l'Azalaï Grand Hôtel de Bamako. Placé sous la haute présidence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koïta, la rencontre permettra aux membres du bureau de prendre contact, d'examiner et de valider le projet de plan d'action 2018-2021 de l'ASEP. L'Association africaine des services d'emploi public ASEP constitue une valeur ajoutée quant à la recherche d'emploi dans ses pays membres. Depuis 2018, l'honneur est revenu au Malien Ibrahima Agnok, directeur général de la NPE, de diriger l'association pour un mandat de 3 ans. La première réunion du comité exécutif pour ce nouveau mandat, initialement prévu à Genève, se tient finalement à Bamako. À l'ordre du jour, le compte-rendu de la dernière session d'administration de l'AMSEP, l'examen et la validation du plan d'action triennal 2018-2021 de l'ASEP. Ici, nous sommes à la première session du comité exécutif du mandat ASEP du Mali. C'est un mandat qui a commencé en 2018 mais qui prendra fin en 2021. C'est un mandat pour lequel le Mali est donc responsabilisé à conduire la politique régionale donc à l'échelle africaine, de la promotion d'emploi, de l'intermédiation, du renforcement des capacités, du perfectionnement et reconversion de demandeurs d'emploi, mais aussi de la réorientation des employeurs, donc des futurs employeurs, des potentiels offreurs d'emploi. C'est un mandat pour lequel donc, nous mettons en œuvre toute une panoplie de mesures, donc un plan d'action triennal qui sera validé aujourd'hui et pour lequel donc, nous ambitionnons faire une mise en réseau de l'ensemble des services publics d'emploi dans l'espace africain afin que le demandeur d'emploi et les offreurs d'emploi puissent se retrouver dans un espace homogène, un espace où ils peuvent identifier des offres adéquatement au profil des demandeurs d'emploi dont ils ont besoin. Le Tchad, le Cameroun, le Congo-Brazza, le Sénégal, le Burkina Faso, le Kenya et bien entendu le Mali sont tous présents à cette rencontre de haut niveau. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui en cette hospitalière terre malienne et à la fois un honneur que le président de l'Association africaine des services d'emploi public m'accorde ici en ma qualité de président d'honneur de l'Association mondiale des services d'emploi public, de m'invitant, en m'impliquant aux travaux de son bureau exécutif. Aussi aimerais-je que Monsieur le Président et l'ensemble des membres du bureau exécutif de l'ASEP trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où le bureau exécutif de l'ASEP, nouvellement élu lors du 11e congrès mondial de l'AMSEP en avril 2018 à Marrakech, va tenir ses premières assises avec pour sujet principal la validation du plan d'action triennal 2018-2021, il convient, une fois de plus, de souligner l'importance, ou mieux, la raison d'être de la dynamique de constitution des services d'emploi public en association. Je vous souhaite plein succès et reste comme toujours entièrement à votre disposition afin d'apporter ma modeste contribution à l'évolution de notre association. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koïta, a rassuré de l'engagement constant et de la détermination sans faille du gouvernement malien à faire de la lutte contre le chômage et le sous-emploi une des priorités du deuxième mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je voudrais d'abord me féliciter du choix porté à notre pays pour abriter la présente rencontre et également féliciter nos pays frères qui ont bien voulu porter leur choix à travers le directeur de l'ANPE au Mali, à travers le directeur de l'ANPE pour présider cette structure importante. Les questions d'emploi, les questions d'insertion socio-économique, les questions d'orientation aujourd'hui pour lutter contre le chômage est une priorité pour l'ensemble des pays africains.
Donc voilà pourquoi en tant que ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, je me sens dans l'obligation d'accompagner ces genres d'initiatives, puisqu'il s'agit aujourd'hui de discuter sur le plan africain, de discuter avec nos pays amis et frères comment conjuguer nos efforts, comment mutualiser nos efforts pour que l'emploi des jeunes puisse être une réalité, pour que l'employabilité des jeunes et la lutte contre le chômage. Pour moi, la lutte contre le chômage est une question de sécurité sociale. Donc voilà, c'est à travers ces structures que nous pouvons aujourd'hui créer des bonnes perspectives pour les jeunes. Pour rappel, l'Association africaine des services d'emploi public ASEP est la branche régionale de l'Association mondiale des services publics d'emploi. De même qu'elle contribue à la mise en œuvre des politiques et des stratégies de l'organisation mère, tend à faire prévaloir la crédibilité de la région Afrique, à dégager ses priorités et à faciliter la prise en compte des spécificités régionales en termes de politique nationale d'emploi et des réalités des marchés du travail. La cérémonie a été agrémentée par une animation artistique de l'ensemble instrumental du Mali et a pris fin par une photo des familles pour immortaliser la rencontre. La cérémonie de clôture de l'atelier de partage d'expériences et d'informations sur la distribution de l'azithromycine a eu lieu ce mardi 5 mars au Centre international de conférence de Bamako CICB en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que des partenaires techniques et financiers. Tata Touré, Baba Keïta. Le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali reste l'un des plus élevés en Afrique subsaharienne et dans le monde. Le Mali œuvre sans relâche à relever ces défis à travers des solutions durables telles que la distribution de l'azithromycine pendant les campagnes de masse, qui est une opportunité pour contribuer à la réduction du taux de mortalité et offre également un meilleur service de santé pour les mères et les enfants. Nous sommes là depuis 2 jours pour un atelier d'orientation sur le projet pilote qui va se faire au niveau de la région de Caille et qui se rapporte à l'administration de l'azithromycine aux enfants de moins de 5 ans, de 1 mois à 5 ans, et aussi aux femmes enceintes. Alors, cet atelier-là était bien évidemment composé de différents acteurs au niveau régional, que ce soit le Recotrad, la jeunesse, aussi les relais, les médecins-chefs des districts, le directeur régional du développement social aussi était là, et avec la presse locale, donc bien d'autres personnalités qui se sont joints en nous pour en tout cas comprendre au mieux comment vont se dérouler ces activités-là. Et cette molécule qui est l'azithromycine était déjà dans notre pipeline parce que nous l'utilisons pour lutter contre le trachome qui aujourd'hui est une maladie tropicale négligée mais dont la prévalence est très faible aujourd'hui grâce à l'utilisation de l'azithromycine en campagne de diffusion de masse. Moi j'ai un sentiment de satisfaction totale. Je peux dire qu'aujourd'hui la réforme du système de santé est en marche, conformément en tout cas à la vision du président de la République. Parce qu'aujourd'hui ces partenaires-là sont venus travailler avec nous pour qu'on puisse trouver ensemble un traitement de masse pour les enfants de moins de 5 ans qui permettra vraiment de réduire la mortalité infantile dans les zones où on commencera. Nous avons fait cet atelier et nous avons eu un engagement de l'ensemble des acteurs devant le ministre de la Santé, devant le directeur général de la Santé et de l'Hygiène publique et devant l'ensemble des acteurs pour aller mettre en œuvre le projet pilote afin que puissent bénéficier les populations de la région de Caille et que les leçons et les enseignements tirés soient utilisés pour la mise à échelle dans d'autres régions du pays. Un défi est relevé grâce au Fonds des partenaires techniques et financiers du Mali, un fonds destiné au renforcement des systèmes de santé dans 4 régions de Bamako, dont Caille. Le ministre a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur engagement dans la lutte contre la mortalité infantile au Mali. Je disais que l'azithromycine est une molécule qui est déjà dans notre secteur d'utilisation, ce n'est pas un nouveau. Mais à côté, nous avons vu et les chercheurs ont démontré qu'il y a autre bénéfice à l'utilisation de cette azithromycine. Déjà au niveau du Mali, nous avons de très mauvais indicateurs dans le cadre de la mortalité maternelle, dans le cadre de la mortalité infantile et mais aussi dans le cadre de la mortalité néonatale. Donc cette stratégie
est véritablement la bienvenue et on ne peut que remercier aussi les généreux donateurs que sont la Fondation Bill et Melinda Gates qui sont là et Global Fund aussi qui sont là pour nous accompagner dans la mise en œuvre de cette activité. En tout cas, le ministère a reçu ici l'engagement de l'ensemble des acteurs pour conduire à bon port ce projet pilote afin que les enseignements puissent faciliter la mise à échelle. Pour l'instant, c'est la région de Caille qui a été sélectionnée. Et dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, en fonction du résultat, nous comptons étendre cela dans le reste du pays pour pouvoir couvrir et réduire considérablement et très vite les taux élevés de mortalité infantile et maternelle dans notre pays. Signalons que la Fondation Bill Melinda Gates a accordé 40 millions de dollars pour appuyer le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui permet de sauver la vie des mères et des enfants. En prélude aux activités de la première édition du Mawlud de la section des Ansar de Ségou, prévue pour ce week-end, la commission d'organisation de ce grand rendez-vous a rendu une visite de courtoisie lundi dernier aux autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la ville afin d'associer toutes les sensibilités à leur cause. Suivons quelques impressions au micro de Bouya Koulibaly. Je remercie tout le monde, vous qui êtes venus pour cette visite-là. Soyez les bienvenus. Maintenant, l'appel que j'ai à lancer concernant l'activité des Ansardines, je veux que quand la population soit là, il faut que chacun prenne la chose publique comme c'est pour lui-même, individuellement. C'est dans ce sens-là qu'on pourra bien évoluer. Sinon, à part ça, on sait que des activités comme ça, des grandes envergures, il y a toujours des dégâts. Et ces dégâts-là, c'est causé par les hommes eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils prêtent énormément attention à ça, que chacun reste vigilant, qu'on protège les choses bien publiques comme si c'est pour lui-même. Et je pense que sur ce ton, on pourra bien évoluer et Inch'Allah, je crois que l'activité va marcher. Par rapport aux dispositions que nous avons prises par rapport à cet événement, c'est un dispositif qui a été déjà mis en place par un groupe de travail, c'est-à-dire par rapport à l'accueil, parce que l'accueil est prévu le 9 jusqu'au 10. Par rapport à l'accueil, il y a une ambulance qui est prévue. Par rapport à l'événement proprement dit qui serait étalé sur la nuit du 10 et de la journée du 10, nous avons un véhicule d'incendie et nous avons 2 ambulances, les secouristes qui seront mises en place en collaboration directe avec les services, les forces de défense et de sécurité qui seront avec nous évidemment. En l'occurrence la police, la gendarmerie, la garde nationale. L'arrivée de notre frère, le guide spirituel d'Ansardine, qui dirigeait vers nous, comme on le dirait l'autre, vers la cité des Balanzans. C'est vraiment une grande attente pour les populations de Ségou. Pour tous les musulmans aujourd'hui à Ségou l'attendent très chèrement, très affectueusement. Ils attendent le shérif, Ousmane Chérif Madan Haïdara, qui vient, dit-on, pour une série d'activités qui entrent dans le cadre, certes, du Mawlud, la naissance de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il place également dans le cadre vraiment des bénédictions pour le pays et pour notre ville par ricochet. Donc c'est vraiment que de bonheur qui remplit notre cœur et pour attendre le shérif ici dans la cité des Balanzans. Toutes les familles, les grandes familles religieuses du Mali sont représentées à Ségou. Et si le taux global de musulmans au Mali tourne autour de 95%,
à Ségou, le taux est légèrement plus élevé. Alors, donc, quand il y a un événement de cette religion qui se passe au niveau de notre région, vous comprenez que nous sommes totalement engagés pour accompagner, puisque c'est notre religion, autrement dit, on est ensemble. Et je pense que nous allons, en ce qui nous concerne, nous mettre pour sécuriser, n'est-ce pas, l'événement. Nous allons aussi demander aux musulmans d'accepter de prendre part à cette activité qui se trouve être leur activité. Et je voudrais aussi demander à l'ensemble de la population, n'est-ce pas, dans le cadre de la cohabitation, d'accepter, faciliter la tenue de cette rencontre religieuse dans notre cité, je peux dire religieuse. Les administrateurs du Centre de développement de l'artisanat textile ont tenu leur 6e session ordinaire du conseil d'administration ce mardi 5 mars dans l'enceinte de leur siège. Un conseil placé sous la haute présidence de Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Sadio Sidibé Baba Keïta. C'est par le discours d'ouverture de Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme qu'a débuté cette 6e session ordinaire du conseil d'administration du Centre de développement de l'artisanat textile, en abrégé CDAT. D'entrée de jeu, elle a présenté sa meilleure vœu à l'ensemble des participants avant de se réjouir des résultats obtenus par le centre durant l'année écoulée. Mesdames et messieurs, nous voilà donc réunis ce matin pour la 6e session ordinaire du CDAT pour apprécier ensemble les résultats obtenus par le centre en 2018 et nous prononcer ensuite sur la programmation en termes d'activité pour l'année 2019. En effet, avec plus de 70 000 tonnes par an, le Mali occupe désormais la première place de production de coton en Afrique. Je profite de l'occasion pour faire un appel pressant aux partenaires potentiels pour soutenir le CDAT dans ses actions. Cette 6e session aura permis aux administrateurs de présenter les œuvres du centre. Elle se tient dans un contexte où le Centre de développement de l'artisanat textile s'emploie à promouvoir les produits artisanaux. Les administrateurs estiment que le Mali est le berceau du tissage. Cette 6e conseil d'administration est placé sous le signe de l'innovation. L'innovation en ce sens que cette année, nous allons tenir la 2e édition du Salon international de l'artisanat sous le haut patronage de notre ministre, Mme Nina Walet Intalou. En ce sens, le CDAT, avec tous ceux qui travaillent dans le domaine du textile, nous allons faire en sorte de montrer en tout cas au public malien et à tous ceux qui vont venir au niveau en tout cas de ces salons, ce que nous savons faire en matière de tissage. Confrontés à des déficits de communication, les administrateurs du centre entendent faire de cette structure une vitrine du Mali à travers une série d'activités dans les prochains jours. Cette 6e session du conseil d'administration nous donne l'occasion de dire que le CDAT va entamer la construction de son siège, ce qui va lui permettre de mettre en œuvre, en application, d'atteindre en tout cas ses objectifs, les missions qui lui sont assignées pour pouvoir quand même faire beaucoup d'activités. L'une des priorités de nos activités, c'est de donner la valeur à nos matières premières locales, le coton, qui est à peu près à 70 000 tonnes de production et malheureusement à 2% de transformation. Donc le combat aujourd'hui, c'est donner vraiment un nouveau souffle à ces centres pour qu'on puisse vraiment transformer nos matières premières locales. Au terme de cette 6e session ordinaire du conseil d'administration du Centre de développement de l'artisanat textile, ils ont planché sur plusieurs recommandations en prélude à la 2e édition du Salon international de l'artisanat du Mali Siama qui devrait se tenir très prochainement à Bamako. L'agence de voyage DMC Africa Idinouma a procédé au lancement officiel de sa campagne du pèlerinage à la Mecque Hajj 2019 le samedi dernier. Cet élément est une rediffusion en raison d'une information erronée qui nous avait été communiquée et nous nous en excusons. Le commentaire est signé Amadou Diallo.
Cette cérémonie consacre la clôture des activités de l'agence de voyage DMC Africa Higuinuma au titre de l'année 2018, mais aussi le lancement officiel du Hajj 2019. Tout comme l'année écoulée, l'agence maintient le même prix, c'est-à-dire 2 850 000 francs CFA, et se fixe comme objectif d'offrir le meilleur service à ses fidèles pèlerins. En 2018, nous avons eu la lourde responsabilité d'amener des pèlerins à la Mecque pour la première fois. Et Dieu nous a facilité cette activité qui est une activité spirituelle pour laquelle nous demandons vraiment l'accompagnement de tout le monde. Et nous avons pu bien mener à bon pour cette mission. Et Dieu merci, au vu des témoignages que vous-même vous avez pu couvrir sur les lieux, nos pèlerins à l'unanimité se sont dit satisfaits. Au titre de l'année 2018, l'agence DMC Africa Higuinuma n'a enregistré aucune difficulté majeure. Nous remercions Allah. Nous n'avons pas eu de grandes difficultés l'année dernière parce que nous avons organisé notre pèlerinage en 3 temps, c'est-à-dire avant, pendant et après le Hajj. Avant le pèlerinage, nous nous sommes déployés à mettre nos pèlerins ensemble au cours des séances de formation pendant 1 mois. Ce mois durant avant le Hajj, nous nous sommes familiarisés avec nos pèlerins. Les pèlerins entre eux aussi se sont connus, se sont familiarisés. Ça a diminué en grande partie vraiment toute l'amertume et le stress du voyage. Président la cérémonie, le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte, tout en souhaitant plein succès aux activités de l'agence DMC Africa, n'a pas manqué de livrer au nom du ministre des messages de paix et de cohésion sociale. Il a par la même occasion demandé aux fidèles musulmans de formuler des prières pour un Mali apaisé et réconcilié sur les lieux saints de l'islam. C'est une cérémonie pleine de sens. D'abord, ça marque d'abord la reconnaissance de l'entreprise à l'endroit des pèlerins et des plus hautes autorités du pays. Comme vous le savez, dans l'organisation du Hajj, il y a la filière gouvernementale, mais il y a aussi les privés. La filière privée est surtout composée des agences de voyage. Et DMC fait partie des 130 et quelques agences de voyage qui participent à l'organisation du Hajj. Ça a été une cérémonie aussi de témoignages faits par les pèlerins de l'année dernière qui sont venus vraiment faire des témoignages sincères et des reconnaissances à l'endroit des organisateurs pour la bonne organisation, pour l'hospitalité et surtout pour l'entretien dont ils ont fait l'objet lors de la campagne écoulée. La cérémonie a été aussi marquée par des témoignages sur les services de l'agence de voyage DMC Africa. Un moment d'émotion mais aussi de partage d'expérience. Une séance de prière et de bénédiction pour un bon pèlerinage à la Mecque a sanctionné la rencontre. Et avant de boucler cette édition, nous retrouvons Al-Amidou Badini pour le commentaire de l'actualité africaine. En Algérie, l'armée brandit la menace d'une guerre civile face aux manifestants qui continuent de se mobiliser en masse contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'état-major était en visite à l'académie militaire de Cherchell et il a accusé ce qu'il appelle certaines parties de vouloir amener l'Algérie aux années de braise et de douleur, une référence aux années 1990 et au terrorisme que les autorités lient souvent aux grandes manifestations d'octobre 1988 et aux demandes de changement de cette époque. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a publié mardi 5 mars la liste définitive des partis autorisés à prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Surprise, aucun parti de l'opposition n'est retenu. Sur les 7 listes de partis, 2 seulement sont jugés conformes et recevables. Il s'agit de 2 partis, les progressistes et les républicains, tous de soutien de Patrice Talon. Parmi les 5 dossiers objets de rejet figure la liste USL de l'opposant et homme d'affaires Sébastien Ajavon. Il n'a même pas dépassé le premier filtre pour défaut de certificat de conformité. Après l'Union européenne, les États-Unis ont renouvelé leurs sanctions contre le Zimbabwe. Plus de 140 individus et sociétés sont concernés par ces sanctions,
en place depuis quasiment 20 ans. Selon l'administration Trump, le gouvernement zimbabwéen continue de poser une menace à la politique étrangère américaine. Au total, 141 personnes et sociétés zimbabwéennes sont concernées, dont le chef de l'État Emerson Mnangagwa, son vice-président Constantino Chiwenga et l'ancien président Robert Mugabe. L'administration américaine a indiqué que ces sanctions resteraient en place tant que le gouvernement zimbabwéen ne permettra pas une plus grande liberté de la presse et la liberté de manifester. Le Bureau local des Nations Unies pour les droits de l'homme définitivement fermé au Burundi. L'organisme spécialisé de l'ONU assure que le gouvernement burundais l'a forcé à plier bagage. Une référence à la demande faite début décembre par le président Pierre Nkurunziza, qui avait dit ne plus comprendre l'utilité du bureau alors que la situation des droits de l'homme s'est améliorée dans son pays. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a été ouvert au Burundi en 1995. Alors que la guerre civile faisait rage dans le pays. La fermeture définitive du Bureau des droits de l'homme au Burundi est la conclusion des relations tendues entre l'institution et le gouvernement de Pierre Nkurunziza, régulièrement accusé dans des rapports de graves violations des droits de l'homme depuis la tentative avortée de coup d'État en 2015. Les autorités administratives congolaises ont procédé mardi à une restructuration de l'équipe gouvernementale, écartant les ministres élus députés à l'issue des législatives du 30 décembre 2018, alors que le pays attend la mise en place d'un nouveau gouvernement. Cette restructuration intervient après la décision du Conseil d'État interdisant le cumul des fonctions exécutives et législatives pour des responsables politiques. Cette institution judiciaire chargée de trancher en dernier ressort les contentieux administratifs a enjoint les membres du gouvernement élus députés à occuper leur siège au sein de l'Assemblée nationale ou des assemblées provinciales et a ainsi libéré leurs postes ministériels. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.